kasi tokomi kosila lokola nyama 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 mawa abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro des 30 minutes avec. 30 minutes avec, nous allons parler de l'actualité, notamment les négociations. C'est long, il y en a qui parlent des négociations ou de pourparlers de Kampala, qui mettent sur la table des négociations les M23 et la délégation gouvernementale, ainsi que quelques observateurs, dont certains députés nationaux. Nous allons également revenir sur l'oral du Premier ministre devant le Sénat qui demande au peuple congolais de se dépasser pour que le pays atteigne le niveau des États émergents, pourquoi pas. Et pour parler, nous avons notre invité permanent, M. Pierre Mbemba. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons d'abord commencer par Kampala. Aujourd'hui, après un jour de break, parce que les M23 avaient refusé de venir à la table des négociations, depuis hier, ils sont là, face à face avec la délégation gouvernementale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations de Kampala? Bon, Charlie, pour dire vrai, personnellement, je n'attends rien de cela. C'est une espèce de distraction. Hein. On veut distraire le gouvernement congolais pour qu'eux puissent implanter leur système d'attaque. Et ça, c'est la réalité. La preuve en est que toutes les informations que nous glanons décident là, on apprend qu'ils ne se sont pas retirés sur 20 km et ils campent encore aux environs de 3-5 km de la ville de Goma. Pourquoi faire? Alors moi je pense que, et puis quand on voit leurs revendications, on est étonné qu'un jour on dit A, l'autre jour on dit B, on revient à A', à B'. Tout ceci pour moi c'est une distraction, ce sont des manœuvres dilatoires pour qu'eux prennent le temps, en entendant leurs commanditaires, hein, de leur donner des précisions. Mais je pense que nous devons, comme je ne cesse de le dire, nous devons être vigilants, alors vigilants de toutes les instances parce que le danger est encore en la demeure. Alors, qu'est-ce qu'on peut finalement comprendre des accusations portées contre le gouvernement par les SNDP et par les M23 dimanche, ce qui a valu la réaction du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda? Qu'est-ce qu'on peut noter de ces jeux de ping-pong entre les deux parties? En fait, le problème, je l'ai un peu stigmatisé la fois passée. Bon, moi je pense qu'on aurait dû faire un distinguo entre le CNDP et le M23. À ma connaissance, il n'y a jamais eu des accords entre le gouvernement et le prétendu mouvement M23. Alors, si on veut être logique, juridiquement parlant, si problème il y a, ça doit être entre le gouvernement et le CNDP. Parce que ce sont les deux co-signataires. Bon. Deuxièmement, une question de logique. Ces messieurs qui parlent aujourd'hui, ce sont entre guillemets mutinés. Donc ce sont des officiers de l'armée nationale, FARDC. Dans tous les pays sérieux, quand il y a mutinerie, c'est une affaire de l'armée, de conseil de guerre ou de cour martiale. Alors, si on ne veut pas établir cette différence, on risque d'aller dans une espèce de bourbier et on aura du mal à s'en sortir. Moi, je crois qu'on doit établir ça. Mais alors, aujourd'hui, le problème, c'est que ces gens, ils sont militairement forts, parce que vous avez vu, ils sont venus, après 2 jours de bataille, ils arrivaient déjà dans la ville de Goma, et même ils l'ont dépassé jusqu'à Saké. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez dire à des hommes comme ça d'aller devant la cour martiale, qui peut le faire parce qu'ils sont capables de beaucoup de choses? Oui, mais d'accord. Moi, je crois que, bon, je ne sais pas exactement quelle est la stratégie de notre gouvernement, mais moi, je continue à soutenir que nous n'aurions jamais dû accepter de traiter avec le M23, parce que mon avis n'existait pas. On aurait dû traiter avec Kigali et accessoirement avec Kampala. Parce qu'à ce moment-là, en termes de droit international, ça donnait la possibilité au gouvernement de pouvoir déclarer casus belli pour demander de l'aide sur le plan international.
Parce que pour le moment, les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, ont ramené le problème au niveau congolais. Alors, ils sont un peu peinards. Et ils continuent, eux, à arranger leurs affaires parce que pour Kagame et Kaguta, quelle que soit la solution à laquelle on pourrait aboutir, pour eux, ils lorgnent toujours et ils ont l'intention affirmée et déterminée de prendre ce territoire. Pas plus tard que ce matin, je suivais sur une chaîne de la place, quelqu'un vient de déclarer qu'il revenait de l'Allemagne où on lui a dit, et il a lu le texte, et il a dit, un groupe de parlementaires allemands, entre guillemets, parce qu'il les a cités, je cite, et qu'on leur a dit, si vous acceptez de traiter avec les M23, nous allons vous apporter les capitaux dont vous avez besoin pour développer le Kivu. Donc le plan de balkanisation dont nous parlons existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous acceptons que nous devons traiter avec les M23, eh bien, nous avons mis de côté le véritable responsable. Et ce véritable responsable, le Rwanda en l'occurrence, continue à travailler parce que c'est un plan qui date de longtemps, pas seulement d'aujourd'hui. Alors, c'est là où on doit, je crois que très rapidement, il faut qu'on vide ce qu'on est en train de faire parce qu'on perd son temps là-bas. Parce que qui donne l'armement à M23? Parce qu'il sortait de l'armée congolaise. L'armée congolaise, semble-t-il, n'a pas suffisamment d'armement. Où ont-ils ces armements en très peu de temps? Et comment ils ont pu augmenter le nombre du personnel qui constitue maintenant le M23? Tout ça, ce sont des problèmes qui demandent, pour ça j'ai dit qu'il faut que ce soit un problème de cour martiale. Parce qu'ils prétendent être des Congolais, ça c'est un. Oh. Toi tu le sais très bien, parce que politicologue de formation, notre constitution dit, dans son article 64, si je ne m'abuse, qu'il ne pourra plus y avoir l'accès au pouvoir par la force. Or, il commence déjà à parler de transition. Nous allons comme ça continuellement fouler aux pieds notre propre constitution. C'est pour ça, moi, j'en appelle au Parlement. Mais est-ce que, peut-être pour aller dans le même sens que vous, est-ce que le fait que les gens se comportent de cette manière, ce n'est pas parce qu'il y a une sorte de laisser-aller ou une porte ouverte, parce qu'on l'a fait avec les CNDP à l'époque, maintenant on sera obligé de le faire avec les M23, si jamais on arrivait à cela. Est-ce que tous ces comportements ne sont pas là la conséquence directe de cette culture de prime à l'impunité ou à l'indiscipline? Mais tu sais, je suis parfaitement d'accord, mais il faut qu'on sorte de ce cycle infernal. Parce qu'il y a un colonel qui a écrit un livre dernièrement qu'il faut des états généraux, des services de sécurité. Il a englobé tout, l'armée, la police, les services d'intelligence. C'est important. Et j'ai ajouté l'autre fois, j'ai dit, le problème que nous avons aussi, quand on affuble notre armée d'être faible, tout ça, non, mais c'est tout à fait débile. Cette faiblesse est entretenue par les politiciens. Parce qu'une armée ne peut pas se donner les moyens. Ce sont les dirigeants qui donnent le moyen qu'il faut pour dire quel gabarit on veut donner à l'armée, quelles sont les responsabilités qu'on veut lui donner. Alors on lui donne le moyen. Donc c'est très important. Ceux qui entretiennent ce climat, ce sont les politiciens congolais. Et ça, c'est depuis 1960. Alors, si ça ne change pas, on n'arrivera jamais à avoir une armée républicaine, solide. Nos militaires sont sérieux, mais ils n'ont pas l'encadrement voulu. Le politique ne leur donne pas l'encadrement qu'il faut pour qu'ils puissent défendre l'État, la nation, les biens et les personnes. C'est le gouvernement, c'est les politiques qui donnent. Donc, partant du Parlement, du Sénat, qui donnent ce moyen-là. Or, il n'y en a pas parce que chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Et c'est ça le danger. Et là, je m'aligne totalement sur ce que tu viens d'avancer, c'est qu'il n'y a jamais eu une volonté d'avoir une armée nationale et républicaine. On fait des déclarations verbales, mais personne ne croit à ces déclarations verbales. Et c'est ça notre malheur, si je peux dire ça. Voilà, c'est ça aussi le malheur dans cette question qui dérange, ça dérange, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'activités ou le programme même du gouvernement connaît une certaine difficulté pour sa réalisation parce qu'au nord et au sud Kivu, les gens vivent dans l'anxiété, ils ne savent pas comment ça va se passer demain matin. Mais nous n'avons ni les capacités aujourd'hui militaires de pouvoir sécuriser cette partie du pays. On peut le faire, pour l'instant, nous n'avons pas non plus une diplomatie qui puisse arriver à persuader nos voisins, parce qu'aujourd'hui le Rwanda, vous l'avez dit au départ,
a trouvé déjà une manière de s'en sortir du piège du comité des sanctions des Nations Unies en ramenant la question du M23 à une question congolaise. Ouais. Alors, comment le Congo peut-il sortir de ce trou noir? Moi, je pense d'abord qu'il faut une ferme volonté de faire autrement les choses. Et j'avais souligné ici que la faiblesse de notre diplomatie est due du fait que nous avons une politique diplomatique de saucissonnage, de saupoudrage. Vous savez, dans ce domaine-là, il faut apprendre... J'avais pris même un exemple de ce que nous disions à l'époque. On avait ici à Kinshasa ce qu'on appelait des gangs de quartier. Donc on avait des vieux là qui étaient tellement forts, connus. Donc quand il y avait un problème, nous les petits, on se réfugiait derrière lui et c'est lui qui s'est présenté devant l'autre. Et aujourd'hui, dans le monde diplomatique, dans le monde géopolitique, le Congo doit se choisir une ou deux puissances sur lesquelles il peut s'appuyer quand le besoin se fait sentir. Pour le moment, nous ne sommes, comme avait dit Mobutu à l'époque, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, et encore moins au centre. Alors, les autres se disent... Mais qu'est-ce qui explique cela, finalement? Je n'en sais rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision commune et aucune ambition commune. C'est ça notre danger. Il faut avoir une vision et une ambition, ou des ambitions communes. Parce que c'est ça qui détermine le choix des éventuels sponsors, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Comprenez? Nous ne voulons pas choisir. Vous avez vu ici, bon, les Américains se sont offerts avec leur histoire d'Africom. Quelle a été notre réponse? Elle a été d'une telle froideur que les Américains ont dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont formé un bataillon, puis ça s'est arrêté là. Dans ces domaines-là, il faut aller à fond. Il faut que la puissance... Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de concessions à faire dans ce genre de... Oui, mais je pense qu'il y a, dans notre pays, il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents. Nous devons savoir, quand nous voulons aller là-bas, nous devons déjà nous savoir qu'est-ce que nous voulons, jusqu'où on peut aller et pendant combien de temps. Et évaluer aussi les prix à payer. Ah oui, mais c'est partout comme ça. Vous avez vu, par exemple, maintenant on parle de la Chine. Mais la Chine, quand elle a décidé de pouvoir se mettre à l'abri, elle s'est adressée directement à l'URSS. Mais avec l'intelligence et la sagesse de dire, bon, on ne sait jamais, c'est un grand ours, un jour il risque de nous bouffer. Pendant qu'ils pactisaient avec eux, ils étaient en train de former leur propre élite dans tous les domaines. Dès qu'ils sont devenus un peu autonomes, ils ont commencé à se retirer, mais en gardant toujours un sentiment, une approche qui leur permette de parler de temps en temps le même langage. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, ce que nous allons toujours continuer à regretter, c'est la situation humanitaire qui est très catastrophique dans cette partie du pays, au Nord Kivu particulièrement, où le camp de Mubunga a été plus inondé, que les gens qui sont allés, qui ont fui d'autres camps, qui sont aujourd'hui sous la coupe du M23, sont venus s'ajouter et les humanitaires dénoncent une situation humanitaire catastrophique. Mais jusque-là, apparemment, il n'y a pas d'issue pour sortir carrément de cette situation. Non, on peut s'en sortir, mais le drame dans notre pays, bon, ça se passe toujours partout comme ça, vous avez toujours des collabos, mais le drame dans notre pays, c'est que quand nous lisons certains ouvrages, on vous montre clairement que beaucoup de Congolais se mettent du côté de l'ennemi pour des raisons du ventre. Comprenez? Et c'est ça qui est dangereux. Alors, il faut que ceux qui sont réellement Congolais, qui se disent Congolais à 100%, nous devons prendre à bras le corps ce problème, parce que moi, ce qui m'inquiète souvent, on parle, oui, l'Est, le Nord. Non, non, c'est le problème du Congo tout entier. Parce que comme là-bas, ça ne marche pas, ici, nous voyons aussi que ça ne tourne pas. Donc, il y a un effet d'entraînement. Alors, il faut que ceux qui sont réellement Congolais, qui sont au Parlement, qui sont au gouvernement, qui sont dans toutes les institutions, nous devons travailler pour que cette situation change. Parce qu'on ne peut être député, ministre ou président ou premier ministre, que sais-je encore, si on a un territoire. Donc nous avons le devoir et l'obligation de défendre ce territoire pour que demain, nous puissions prétendre à animer des institutions nationales. C'est ce que d'ailleurs les évêques, à travers la SENCO, ont rappelé. Il faut que l'on défende le territoire congolais, il faut que les gens qui négocient à Kampala tiennent compte des intérêts supérieurs de la nation. Dieu merci si on va écouter cette voix de la sagesse. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'analystes estiment que déjà ou redoutent que les deux parties ne puissent pas aboutir à quelque chose de positif, dans la mesure où
les agendas ne sont pas les mêmes. Quand les M23, par exemple, proposent une autre transition, faire table rase des institutions actuelles et tout ça, est-ce que c'est faisable? Ou alors, si on refusait cela, est-ce qu'on peut sortir de cette crise? Bon, tout dépendra de la position ferme, stratégique, qu'adoptera notre gouvernement et surtout notre Parlement. Parce que là, on met en jeu notre Constitution. Oui. Parce que la Constitution de 2006 dit clairement, je crois que c'est l'article 64, on ne peut plus au Congo accéder au pouvoir par la force des armes ou par d'autres moyens que les élections. Oui. Bon. Moi, ce qui m'ennuie dans ma façon d'apprendre ce problème, le CNDP est membre de la majorité présidentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le jeu de ping-pong qui se joue entre le CNDP et le M23? C'est ça ma préoccupation. Or, si on veut vraiment résoudre ce problème, il faut que le CNDP dise réellement quelle est sa carapace. Le costume que nous voyons qu'il endosse, est-ce qu'il est réellement celui-là? Ou c'est une tromperie? Mais alors, vous n'oubliez pas que dernièrement, il y a des députés élus CNDP qui n'ont pas été validés par l'Assemblée nationale, dont le mandat n'a pas été validé. Et pourquoi? Ils ont des militaires qui sont encore capables de pouvoir perturber la paix à l'est du pays. Alors, refuser de négocier avec eux ou de les inclure ou de les intégrer, je voulais dire, dans les institutions, équivaudrait à mon avis à continuer à garder cette partie du pays dans l'instabilité dès lors qu'on n'a pas la capacité de surmonter cet obstacle. Comment s'en sortir? Oui, mais moi je crois que, c'est pour ça que je disais qu'il faut de l'honnêteté et de la sincérité de la part de nos politiques. Oui. Malheureusement, nous sommes devant une hypocrisie telle qu'on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Comprenez? Parce que si nous avons accepté la Constitution par voie référendaire, tout le monde est tenu à respecter cela. On va aller à la transition. Pour faire quoi? Si on va à la transition, ça veut dire que cette Constitution tombe dans l'eau. On fait quoi après? Parce que le problème, parce que quand je parle d'hypocrisie, hein, le fait qu'on continue à dire toujours les Tutsis, les ceci, non. Hein? Parce qu'au Congo, on n'a jamais dit, pourquoi on n'a jamais parlé des Baluba ou des Bakongo, des, je ne sais pas, des Bandundu, que sais-je? Pourquoi? Pourquoi seulement cette partie-là? C'est pour ça que ce problème devait être réglé d'une façon stratégique, parce que les exemples dans le monde existent. Oui. Parce que souvenez-vous qu'un de leurs chefs avait demandé que Minembwe, Massissi, tout ça, soit transformé en territoire que eux devaient diriger. Mais pourquoi? Pourquoi? S'ils sont Congolais, ils peuvent aller s'installer n'importe où. Deuxièmement, pourquoi toujours eux qui posent problème? Parce que notre gouvernement explique mal le problème. C'est nous-mêmes qui créons parfois l'existence de ces, entre guillemets, Tutsis. On ne devait pas parler des Tutsis. Ils ont toujours existé depuis avant l'indépendance. Mais il faut qu'on cesse, parce qu'il y a des extrémistes qui veulent trouver la possibilité de prendre. Tu te souviendras qu'ici, j'avais dit, du côté de Rutshuru, tout ça, il y a beaucoup de richesses, le pétrole, il y a le gaz, etc. L'or, le coltan, ça les intéresse, comme on voit que nous, ça nous intéresse pas. Ils se disent, mais bon, nous allons prendre ça, et vous verrez que progressivement, ils vont demander leur autonomie, ils vont demander un référendum, et puis ils vont faire l'autonomie, et ils vont se rattacher au Rwanda. C'est à nous à jouer avec intelligence et surtout honnêteté vis-à-vis du peuple. Malheureusement, il y a trop d'hypocrisie. Voilà, devant le peuple, le Premier ministre était dernièrement devant le Sénat hein, pour répondre un peu de sa politique générale du gouvernement par rapport au développement du pays. Le Premier ministre demande que nous puissions tous, chacun à quelque niveau qu'il se trouve, consentir des efforts pour sortir le Congo de sa situation actuelle. Un peu comme Lumumba à l'époque. Comment vous considérez ce discours qui vient en ce moment particulier où le pays
éprouve d'énormes difficultés pour sa relance économique, politique et pourquoi pas sociale. Bon, je pense d'abord que c'est un discours courageux. Il faut féliciter le Premier ministre. Comme on dit dans le langage courant, sans souffrance, pas de bonheur. Ouais. Oh, malheureusement, le Congolais croit que le bonheur va tomber du ciel. Non, il faut travailler dur. Hein? C'est comme on dit aussi vulgairement, si on veut manger des omelettes, il faut qu'on casse les œufs. Ouais. Hein? Pour que nous puissions atteindre un certain niveau de bonheur, de réalisation de bonheur du Congolais. Ouais. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Il y aura peut-être des gens qui ne verront pas, peut-être vous et moi ne verrons pas ça, mais cela ne doit pas nous empêcher de participer pour préparer. Mais est-ce que l'exemple ne devrait pas venir d'en haut? J'y arrive. Ouais. L'exemple devait venir d'en haut. C'est Ouais. pour cela, bon, il a pris une métaphore là en parlant de secouer, mais vous savez, hein, aller secouer un baobab, hein, tu dois venir avec des chars. Hein, Ouais. un baobab, bon, il aurait peut-être été un lapsus lingué, il aurait parlé du manguier ou de l'avocatier ou de safoutier, ça on peut facilement, parce qu'un baobab, surtout s'il est déjà vieux, hein, c'est difficile de le secouer. Hein, très imposé, il faut des forces énormes. Hein. Bon, mais je pense que le gouvernement devrait donner le là, comme on dit, hein, donner des mesures qui montrent que bon, le gouvernement aussi se met à la diète pour que l'essentiel soit consenti pour développer le pays. Hein. Mais le développement de notre pays, comme de tout autre pays, arrivera par un lourd sacrifice. Mais à condition que la gestion devienne une gestion responsable, Oui. canalisée, rationalisée, pour qu'on arrive dans le meilleur délai, dans 10, 15 ans, Mais, à voir le bout du tunnel. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que avoir cette idée qu'il attribue au programme du chef de l'État, de la révolution de la modernité, et le programme concret du gouvernement, il n'y a pas commune mesure? Bah, si on voit qu'il n'y a pas commune mesure, il faut revoir le programme. Hein, parce qu'il y a la vision. Moi, je crois que le drame chez nous, nous confondons la vision et le programme. Le programme. La vision, c'est à long terme. Ouais. OK? Mais le programme, comme on est obligé, on est dans le système de quinquennat, donc on doit faire un programme pendant les 5 ans. On peut peut-être le projeter pendant les 5 ans qui vont venir. Mais la vision, elle est lancée dans les temps. Hein? Et le programme se fixe dans l'espace, un temps fixé. Alors, je crois que pour le gouvernement, ce qu'il vient de dire, s'il met les moyens, s'il met la volonté, de toute façon, il n'y a pas d'autre voie. Hein. Moi, les gens qui viennent dire au peuple que non, si nous nous prenons dans 2 ans, non, c'est faux. Hein. Les problèmes du Congo sont tellement énormes, complexes, compliqués, qu'il faut plusieurs années, mais il faut la volonté de faire mieux. Et c'est ce que nous devons demander. Oui, le problème, c'est le problème de la volonté, c'est vrai. Quand nous, le Premier ministre part de 60, même avant 60, il donne la situation du Congo à ce moment-là. Et aujourd'hui, on regarde par exemple que le Congo n'a plus d'administration. Oui. L'administration publique n'existe plus. Les territoires de la République n'est presque plus gérés. Est-ce que tout ça, ça demande que la communauté internationale intervienne pour que le bourgmestre ait le pouvoir, pour que le chef du secteur puisse travailler? Tout ça, ça demande quoi par exemple? Non, ça demande l'organisation interne. Voilà. Le gouvernement doit s'y mettre. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale. Bon, ces 2 ministères devaient travailler pour requinquer notre administration. Hein? Le Rwanda, quand il nous accuse du Kwano, voilà, ils n'ont même pas la gouvernance de base. Oui. Comprenez? L'administration publique. Oui. Hein? Vous savez, bon, le drame, c'est que je ne sais pas, hein, bon, je ne veux pas me mettre à critiquer les gens, mais j'ai toujours eu l'impression, c'est que l'administration n'intéresse personne. Vous savez, par exemple, nous avons nos communes ici. Souvent, on voit qu'il y a un laisser-aller. Pourquoi? Mais nous avons fait de nos bourgmestres des fonctionnaires. Un bourgmestre n'est pas un fonctionnaire, c'est un responsable politique qui a un programme. C'est le mandat le plus long dans certains pays. Vous comprenez? Ouais. C'est un responsable qui vient avec un programme, qui a son gouvernement qu'on appelle le chefina et qui a son parlement qu'on appelle le conseil communal. Nous n'avons pas tout ça. Hein? Et les erreurs que nous avons, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois sur le plateau, on ne devait pas commencer par les élections présidentielles. Je sais pourquoi on l'avait fait à l'époque. Mais il faut qu'on corrige. Parce que si on continue comme ça en 2016, nous n'arriverons jamais
à résoudre le problème du développement du Congo. À la parce base, que le développement doit partir de la base. Oui. Or, si à cette base-là, il n'y a pas une administration efficace et efficiente, on n'ira nulle part. Alors, nous avons une espèce de déficit. Étant donné que nous n'avions pas la tradition de bourgmestre, on a commencé en 1958 d'une façon d'ailleurs hâtive. Oui. Alors, on n'a jamais pensé à faire un choix. Est-ce que nous voulons faire une école où on forme les dirigeants de nos provinces, de nos territoires, de nos administrations communales et de collectivités? Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe qui. Le développement aujourd'hui est devenu comme une guerre. Moi, ça c'est ma conception. Oui. Nous devons avoir un état-major général, un état-major de commandement, ainsi de suite. La logistique, ça doit suivre. Or, aujourd'hui, nous avons ici dans nos communes des bourgmestres qui sont des fonctionnaires. Ce que je veux dire, ce n'est pas péjoratif. Un fonctionnaire ne prend pas de décisions. Il exécute des décisions. Oui. Et le drame, c'est que tu vois, chaque fois que Kimbuta parle, mais les vrais bourgmestres n'ont pas besoin de Kimbuta. Kimbuta coordonne. Ah oui. Il a un programme, il a son échevelin. Les communes sont sales, la pollution sonore, tout ça, nocturne comme diurne. Tu te souviendras qu'un jour j'ai déclaré ici, j'attends savoir qu'est-ce qu'on va donner comme pouvoir aux communes. Je serai candidat dans ma commune pour être bourgmestre, pour mettre de l'ordre. Mais si c'est pour être fonctionnaire, je ne peux pas y aller. Comprenez? Parce qu'un fonctionnaire, sa fonction, c'est d'exécuter les ordres, les règlements qui ont été prévus par la loi. Il les met en ordre. C'est dans notre pays où vous voyez qu'un fonctionnaire discute avec un citoyen. Non. Hein? Si ça ne va pas, monsieur, vous allez au Conseil d'État. Comprenez? Le fonctionnaire exécute. Il ne décide pas. Et c'est ça le drame. Tout ça, ça crée des problèmes de fonctionnement harmonieux de nos administrations. Alors, il y a une désarticulation entre les différents segments qui composent notre administration. Si je reviens encore à votre métaphore, là, secouer le baobab, les dimanches passés, on a parlé, le monde entier a parlé de ce qu'on appelle la corruption. Oui. En République démocratique du Congo, apparemment, j'ai reçu un inspecteur de la police judiciaire de parquet ici, apparemment ce n'est plus une infraction. Est-ce que le baobab que le Premier ministre voulait présenter, cette figure-là n'était pas la corruption qui fait que la République est classée presque au bas de l'échelle de tous les institutions de notation à travers le monde? Bon, c'est pour ça que j'ai un peu, j'ai dit que le métaphore en soi était bon, mais ça me paraissait un peu, parce que vous voyez que le problème de baobab, pour le couper, c'est un arbre qui est dans sa structure, c'est élastique. Il y a des fois quand vous y allez avec une hache, ça rebondit. Ouais. Est-ce que le Premier ministre voulait dire que le problème est tellement dur que, bon, alors à ce moment-là, il ne faut pas que le baobab, il faut peut-être un manguier, on peut facilement l'abattre et le remettre. Hein. D'abord, un baobab, ça prend beaucoup de temps pour grandir et il dure des siècles. Nous avons les baobabs de Stanley, il est toujours là, bien vivant. Hein. Alors, moi, je crois que la corruption, c'est un problème, mais il peut être combattu. Mais comme j'ai dit, il faut d'abord qu'il y ait une volonté au niveau de la tête. Est-ce qu'on veut réellement combattre? Il y a des moyens. J'ai déjà discuté avec des amis. La justice ne marche presque plus, c'est la tête du client. Mais tout ça, vous savez, hein, les drames, nous devons faire des recherches. Je lis dans le livre que Lumumba a écrit, le seul livre qu'il a écrit de sa propre main. Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Mais curieusement, quand je l'ai lu, tout ce que la corruption dans notre justice a commencé déjà à l'époque belge. Hein? Il les stigmatise dans son livre. Et quand j'ai lu ça, je me suis souvenu ce qui s'est passé un jour. Notre père, nous sommes allés à la cité, ici comme on l'appelait. Hein? Et bon, on l'a vu le lendemain, nous sommes venus avec une chèvre, on l'a mis derrière. Et puis le juge est venu, il a vu la chèvre et il a tranché l'affaire. C'est quand je lis les livres de Lumumba que j'ai compris. Donc ça date depuis longtemps. Mais pourquoi? Les magistrats sont mal payés. 2. Même quand maintenant on a amélioré un peu leurs conditions. Mais il n'y a aucune rigueur. Il n'y a aucune rigueur. Il n'y a pas de sanctions. Ceux qui doivent sanctionner eux-mêmes sont corrompus. Ce qui fait que, comme on dit, les loups dans la bergerie ne se mangent pas. Alors, on peut arriver
à résoudre ce problème, il faut que le Premier ministre et le Président de la République prennent certaines décisions. Il faut constituer un corps, entre guillemets, des incorruptibles, comme on avait fait aux États-Unis, à l'époque d'Al Capone. Hein? Oui, non, quand le gouvernement veut, on arrive. Parce que personne ne peut être au-dessus de l'État. Voilà. Mais ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de détermination. Et de détermination, mais aussi de sacrifices. Il faut, inévitablement. Merci, M. Pierre Mbemba, pour toutes ces analyses qui permettront sans doute à la République de décoller pour le bonheur du peuple. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, Charles. Merci. Abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini?